il y a quelques soucis techniques que ce soit que dans le chat pour les personnes en ligne. Donc, on est dans le cours Actualité de la recherche entre la aide et l'Université de Genève, avec le département d'Histoire de l'art concernant l'Université de Genève, que ce soit en bachelor ou en master. Et côté aide, ce sont les bachelors de l'école, toutes filières et années confondues. Donc, on a des premières années, deuxième et troisième année en art visuel et en design, avec toutes les sous-catégories dans ces deux champs. Donc, le séminaire propose à chaque session d'inviter une ou un chercheur, chercheuse ou plusieurs, c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Giovanna Zapperi, à qui je donne le cours de différents semestres, qui est professeur à l'Université de Genève. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc deux designers chercheurs, chercheuses, Élise Jay et Kevin Dono, qui nous viennent de Paris. Ils ont un studio qui s'appelle E+K. Ils et elles font du design graphique, spécialisé dans la conception de projets de design multi-support entre l'écran et l'imprimé. Et donc aujourd'hui, ils vont nous présenter un projet un peu particulier qu'ils ont réalisé dans le cadre de la aide, dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste que j'ai coordonné, qui s'appelle Design et Machine Learning. C'est un projet de recherche qui vont en parler autour des relations entre le design graphique et les intelligences artificielles. Ils ont créé dans le cadre de ce projet une série d'affiches expérimentales. Donc, expliquer ça bien mieux que moi. Et donc, ça va durer environ 45 minutes pour leur présentation, suivi de 45 minutes d'échange. Les personnes dans le chat pouvaient également poser vos questions, on les relaiera. Et bon, on va rien oublier. Super. Ouais, prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour l'invitation. Merci à la aide. On est très, très content d'être là pour vous raconter, pour vous expliquer un des projets assez récents qu'on a réalisé, un projet d'affiche et de film. Mais on va se présenter un tout petit peu avant pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on est amené à travailler sur des projets comme celui qu'on va vous présenter. On est un atelier de design graphique, donc juste pour resituer très largement, donc le design graphique, c'est une activité qui peut être appliquée ou de recherche avec tous les gradients possibles, qui vise à représenter, rendre public des contenus, des formes sur des supports très divers. Donc, notre atelier, notre spécialité, c'est les projets éditoriaux. Donc, on s'intéresse aussi bien aux projets imprimés que numériques. Donc, ça veut dire très concrètement que nos commandes, ça va de catalogue d'exposition pour le Centre Pompidou à des sites web d'institutions culturelles, à des collaborations avec des artistes ou des architectes. Globalement, ça peut être des projets qui soient, on va dire, de l'ordre de la médiatisation de contenu, c'est-à-dire un éditeur qui vient nous voir avec un ensemble de textes et d'images et qui nous pose la question de comment est-ce qu'on produit une forme qui va synthétiser et encapsuler ces choses-là. Ou ça peut être aussi des projets de recherche qu'on auto-initie, voilà, et où là, il n'y a pas de commanditaire, mais on travaille à réfléchir à comment problématiser et faire avancer un peu le public du design graphique. Donc, c'est un peu plus rare d'avoir des commandes auto-initiées. On essaye d'en avoir le plus possible. Mais globalement, la grande partie de notre pratique tourne autour de commandes. Ce qui nous convient et ce qui peut être, ce qui varie en fonction des ateliers, des studios et des agences, c'est qu'on travaille essentiellement dans le milieu culturel. Et on essaye d'avoir dans nos projets de commandes une part de recherche assez poussée, la plus poussée possible avec nos commanditaires. Et on essaye de faire en sorte que l'échange fasse avancer la pratique de design graphique au sens large. C'est-à-dire qu'en fait, les commanditaires ont chacun leurs enjeux, ont tous leurs enjeux. Il y a des enjeux qui sont liés au projet, mais on a aussi les nôtres et c'est aussi nos projets. Et donc, on essaye de trouver une façon de synthétiser dans des formes nos enjeux et ceux de nos commanditaires pour essayer de former des projets qui, pour le public, soient les plus émancipateurs, les plus logiques, les plus cohérents possibles et s'inscrivant aussi dans un contemporain. Donc, voilà, ça, c'est quelques réalisations un petit peu anciennes de livres, enfin, d'ouvrages imprimés. Donc, ça va de choses très appliquées, voilà, un catalogue avec Flammarion sur un artiste, plutôt de type monographique, à des objets expérimentaux comme ça. C'est une collaboration avec l'artiste Yann Serrandour, qui est plutôt un livre d'artiste, où là, on est aussi auteur du livre.
on travaille aussi, la particularité de l'atelier, c'est donc on prend en charge que des projets éditoriaux, mais par contre, sur tout support. C'est-à-dire qu'on fait aussi bien du web que du livre et on se dit que finalement, les enjeux de lecture sont relativement communs. On se pose les mêmes questions quand on fait un site web et quand on fait un livre. C'est juste que le médium de transcription est différent et les moyens matériels sont différents. Avec un livre, on peut travailler sur la matérialité, le façonnage, les matériaux. Sur un site web, on a de l'animation, de l'interactivité. Et donc, voilà, on balance un peu, on jongle un peu avec tout ça, mais on passe de façon assez continue de l'un à l'autre et on a beaucoup de projets qui se développent à la fois à l'écran et à la fois sur les supports numériques. Mais on fait très peu d'identité visuelle, par exemple, parce qu'on voit beaucoup plus de proximité entre un livre et un site qu'entre un livre et une affiche, par exemple. Si vous pensez au temps de lecture, si vous pensez à la façon dont on accède à un contenu, finalement, ce n'est pas si éloigné. On a aussi Une autre activité, une autre casquette. Donc, on est cofondateur avec Anthony Mazur, ici présent, de la revue Back Office depuis à peu près 6 ans. Donc, c'est une revue de recherche qui traite des questions entre design graphique et pratique numérique. Là, le 5e numéro vient juste de sortir avant l'été. Sur la question de l'appropriation par les designers graphiques des technologies de 3D. Et c'est une revue, on en est au 5e numéro, une revue thématique. Si vous avez des questions, on pourra en dire un petit peu plus. Voilà, mais disons que c'est aussi une partie de recherche et d'approche théorique en fait, qui nous manque quand on est qu'avec des travaux de commande. Et donc, cette partie-là, en fait, nourrit le reste de notre travail et c'est une part très importante. Voilà, c'est une revue qu'on a créée aussi en réaction à un moment où on avait beaucoup de commandes et on voyait bien la chose pouvoir peut-être se poursuivre pendant 30 ans. Mais finalement, on avait besoin de prendre un peu plus de recul critique sur notre pratique. Puis on se posait la question de faire des thèses. Et puis en fait, on s'est dit que c'était plus stratégique de faire écrire les autres sur les sujets qui nous intéressaient. Voilà, et puis c'était aussi, c'est aussi, moi j'enseigne également à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, anciennement les Arts Déco de Strasbourg. Et c'est aussi un champ disciplinaire, enfin, on va dire le design graphique numérique, où en fait, en français, et même d'ailleurs en langue anglophone, il y a peu de choses. Et donc, il y avait besoin d'un support de recherche pour diffuser un peu les questions théoriques. Donc ça, c'est pour ce qui est de notre pratique de manière générale, mais je pense que c'est important pour comprendre le projet qu'on va vous présenter, qui est assez particulier et qui s'est élaboré sur des supports que l'on n'a pas forcément l'habitude de pratiquer, de traiter. Donc c'est un projet un peu à part. Mais voilà. Voilà. Alors, c'est un projet qui prend source dans la publication de ce livre-là. Anthony Mazur, donc notre acolyte, voilà, dont vous avez parlé. C'est un livre qui problématise et qui, à partir d'entretiens avec une série de designers, essaye de tracer les différentes questions que pose l'usage des technologies de machine learning pour les designers. Donc, ça se base sur des pratiques concrètes de design. Donc, Anthony a discuté avec un ensemble de designers et puis essaye de tracer des hypothèses sur différentes attitudes possibles. Donc, avec ce livre vient un site web tout à fait intéressant qui a été développé par Douglas Stanley, qui met en jeu des chatbots qui interagissent avec le lecteur. Et Anthony, en fait, est venu nous voir en nous disant, finalement, autour de cette publication-là, il y a une communication, mais j'aimerais aussi est-ce que ça vous intéresserait de travailler à un projet plus plastique qui mette en jeu ce que je développe dans mon livre à l'écrit, et là, qu'ils le mettent en jeu dans des formes. Donc nous, ça nous a intéressés parce qu'en fait, la commande était extrêmement ouverte. Il n'y avait pas ça, c'est assez rare. Pas d'attente particulière, pas d'idée de format ou de média. Voilà, donc bon, on s'est dit que c'était intéressant, mais par contre, c'était compliqué parce qu'en fait, il ne s'agissait pas de redire à l'écrit, de représenter ce qui était dit dans le livre. Il y avait déjà un médium pour ça. Et en même temps, il fallait qu'on trouve un peu notre place là-dedans.
Alors, la difficulté et l'avantage, c'est quand on a une commande ouverte comme ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a on a quand même pour habitude, en tant que designer, d'avoir un contexte, voilà, on va dire des attentes, des enjeux, Un budget, un budget, voilà. Donc là, c'était très différent. Donc, on était un petit peu désarçonnés au début. Ouais, au début, c'est un projet qui nous a Euh, posé beaucoup de difficultés avant de trouver finalement l'angle et l'approche pour pouvoir raconter quelque chose par les formes. Parce donc, que les formes, on va en parler, mais c'est les formes qui sont issues des algorithmes de machine learning génératif. Vous les connaissez, elles sont aussi beaucoup normées. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler avec ça? Donc, on est parti on a essayé de concevoir une espèce de fiction, une espèce de scénario qui nous permette de construire quelque chose. Et ce scénario, il a été, en fait, on l'a modélisé à partir d'un échange avec un chatbot. Alors, c'était l'époque où, c'est avant que ChatGPT émerge, explose et fasse la justement, une des médias, ouais, on est quelques mois avant, je pense, en décembre, décembre ChatGPT 2020, quoi. 2022, là. 2022, pardon. Ouais, 2022, ChatGPT, c'est février-mars, voilà. quelque chose comme ça, donc juste avant. Mais il y a quand même d'autres choses qui existent. Et donc, on a utilisé en fait un chatbot qui est proposé par OpenAI. Donc, OpenAI, vous voyez cette grosse firme cofondée par Elon Musk et Sam Altman, qui est le président de Y Combinator, qui est un incubateur de start-up dans la Silicon Valley. Donc, vous voyez un peu l'écosystème. Gros partenariat avec NVIDIA, capacité de calcul, modèle fermé. Enfin, voilà, c'est le grand capital. Mais malgré tout, avec des performances qui sont intéressantes. Donc, on a travaillé avec un de leurs chatbots qui s'appelle DaVinci. DaVinci, c'est un chatbot qui a l'avantage d'être paramétrable. Donc, chatbot, vous voyez tout ce que c'est, hein? Il faut dire non si vous Ouais, savez. ouais. On va Voilà, resituer. donc c'est un algorithme qui réagit à un input textuel par un output qui est textuel et qui tient compte en fait de l'historique des échanges pour formuler ses réponses suivantes. C'est pas du tout un truc récent, les chatbots, ça vient même les premiers chatbots, je crois, datent des années 60. Il y a Elisa qui est le premier chatbot notable. C'était plus ou moins performant, évidemment. Maintenant, on voit toutes et tous que ça devient Voilà. très important et très efficace. Ouais, il y a eu des grosses évolutions si on refait un petit peu l'histoire de ces chatbots. Le gros moment de transformation, c'est quand les chercheurs adoptent une approche connectiviste, c'est-à-dire une approche où on va, à partir d'un immense jeu de données, isoler les récurrences et comprendre quelles sont les probabilités, enfin, les moments les plus probables de succession d'un mot par rapport à un autre. Et ça, en agrégeant des milliards de paramètres. Un paramètre, ça veut dire la probabilité de poursuite d'un mot par rapport à un autre et de deux mots par rapport aux deux mots suivants. En fait, on arrive à créer des modèles de langage. Hein, c'est Large LLM, cet acronyme veut dire Large Language Model. Et c'est ce qui est utilisé par ces chatbots-là, donc GPT-1, GPT-2, GPT-3. Ici, DaVinci utilise un modèle de langage large qui est GPT-3 pour proposer des réponses qui nous paraissent à nous, êtres humains, cohérentes au vu de la probabilité de poursuite des phrases. Et Da Vinci était particulièrement intéressant parce que, comme vous le voyez à droite, on a beaucoup de paramètres. En fait, on peut intervenir énormément sur la, la, la- la qualité des échanges, si on Voilà. peut dire. Sur la longueur, évidemment, des réponses. Ça, c'est assez classique. Donc, voilà. Voilà, donc C'est ça, très précis. c'est aussi pour ça qu'on a utilisé ça par rapport à d'autres chatbots, c'est que c'est paramétrable et que, mine de rien, c'est tweakable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec DaVinci? En fait, on est parti d'une espèce de postulat, d'une fiction, parce que finalement, même dans la terminologie même de intelligence artificielle, il y a l'idée d'une espèce d'altérité. L'idée C'est-à-dire une autre personne qui d'un est là pour simuler, en un fait, autre qui serait un autre simuler. non-vivant avec lequel on pourrait interagir, qui simulerait l'être humain. Évidemment, tout ça est complètement fictionnel. Ce ne sont que des mots posés les uns à côté des autres parce que c'est plus probable qu'ils se posent comme ça dans cet ordre-là. C'est rien de plus que ça. Il n'y a pas de raisonnement.
Mais la projection commune, c'est ça, c'est cette espèce d'altérité. Donc, on s'est dit, bah, on va partir de ça et on va partir du postulat que DaVinci, donc ce chatbot, serait une troisième personne du studio. Dans notre studio, comme on pourrait avoir un stagiaire ou une stagiaire avec qui on discute, lui dire, voilà, on a telle commande, on doit faire ci, on doit faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Le contexte, je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça. Donc, un vrai échange, en fait, de création. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir comment est-ce qu'une intelligence artificielle parle de création, crée. Alors là, c'est créer, on va dire, de la pensée, même si c'est pas vraiment ça, mais voilà, on projette, on projette de la pensée sur de ces… la pensée. Donc on est parti, voilà, de l'idée on avait une troisième personne en face de nous et on échangeait sur un projet. Alors, on échangeait sur quoi? Parce que c'est un peu la question. En fait, on a commencé par lui demander, à son avis, quels étaient les sujets qu'il faudrait traiter si on devait parler de design et d'intelligence artificielle. Et comment est-ce que la collaboration humain-non humain, humain-machine, humain-algorithme, à quel endroit il pourrait se jouer et quelles problématiques ça soulevait? Donc, voilà, il nous dit, bah, voilà, on pourrait parler la compréhension nécessaire des algorithmes pour pouvoir échanger, de trouver un terrain de langage commun. Enfin, voilà, tout un tas de propositions. Et au fur et à mesure de ces propositions, bah, en fait, se construit un échange et un dialogue. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un dialogue complètement non maîtrisé de notre part, hein, c'est-à-dire que pour chaque question, on lui fait générer 5-6 réponses. On essaie de choisir la plus intéressante selon nous. On Et regarde puis, s'il répond toujours la même chose aussi. voilà, Parce qu'en fait, ça, c'est ça tourne en intéressant. boucle beaucoup. Savoir Ouais. si ça tourne en boucle, c'est-à-dire s'il a tout le temps globalement la même idée, Ouais. ou si en fait, il se renouvelle. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Et donc, comme ça, on essaye de modéliser un espèce de script qui va traduire différents enjeux. Alors, les réponses sont parfois inspirantes, hein, ça nous donne parfois des idées, et puis souvent c'est simpliste parce que ce n'est qu'un modèle de langage. Encore une fois, il n'y a pas de raisonnement. Mais nous, on y projette un raisonnement qui nous paraît intéressant à certains moments. Et donc voilà, à partir de là, on arrive à créer comme ça un discours qui se structure autour de 5 thématiques. On reviendra là-dedans, on reviendra là-dessus un peu plus tard. Et ces 5 thématiques, on lui demande comment est-ce qu'il pourrait les incarner dans des formes. Parce qu'au bout d'un moment, on a aussi l'idée qu'on va produire non pas du texte, ça Anthony s'en est chargé, mais des formes. Le problème, c'est que là, on n'a que du texte. Voilà. Donc comment est-ce qu'on passe de cet échange en fait textuel à de la forme? Voilà. C'était assez. Parce que ce qu'on aurait pu faire, c'est dire, voilà, tiens, décris-nous un objet qui incarne cet enjeu. Et là, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Il nous a dit, bah voilà, tiens, par exemple, un Rubik's Cube, c'est un objet intéressant parce que pour résoudre un Rubik's Cube, ça demande une compréhension des algorithmes. Et donc, un humain, pour résoudre un Rubik's Cube, il doit comprendre les algorithmes. Donc, un Rubik's Cube, c'est un espèce d'objet un peu médiateur entre une solution proposée par une machine et puis un humain qui doit travailler avec ses mains autour de ça. Donc, voilà, ça, c'est à 5 objets. On va revenir. Voilà, qui pour lui incarnait en fait 5 problématiques thématiques liées au design graphique et au machine learning. Mais simplement, on aurait pu dire, tiens, on va utiliser Midjourney et puis on va dire, bah, tiens, représente-moi une image de Rubik's Cube. Et on aurait eu des images de cet ordre-là. Donc, Midjourney, vous connaissez, enfin, certainement, en fait, c'est des plateformes de génération d'images à partir de prompts, donc c'est-à-dire à partir d'inputs textuels. Donc, les plus connus, c'est DALL-E. DALL-E, qui est un modèle entraîné aussi par OpenAI. Il y a Stable Diffusion, qui est la version open source. Midjourney, qui est un truc très performant, un peu opaque, qui marche sur Discord. Bon, mais tous ces modèles-là sont entraînés en fait avec les images qui circulent sur le web et créent les modèles de langage s'occupent de créer s'occupent de définir les probabilités les plus plausibles de succession de termes. Bah, les modèles images régissent les mêmes probabilités, mais sur les pixels adjacents d'une image pour avoir un output visuel. Et donc, on se retrouve évidemment avec
un effet de normalisation, d'uniformisation de l'image, où on a des styles très récurrents, des images qui se ressemblent toutes, évidemment, puisqu'elles sont nourries par les mêmes images. Et en Voilà. plus, elles s'auto-nourrissent au fur et à mesure. Plus on produit d'images avec des intelligences artificielles, plus elles s'en nourrissent. Donc, on produit globalement une forme commune qui est maintenant très présente et finalement très facile à obtenir. Voilà. Sans grand intérêt visuel, Et selon nous. Ouais, et surtout, en fait, ce qui est curieux, c'est que la performance de ces algorithmes-là s'établit par rapport, le degré d'évaluation de la performance, c'est à quel point ça peut ressembler, les images produites par ces algorithmes peuvent ressembler à des images qui auraient été créées par des humains ou des images qui seraient issues de la photographie ou des images qui seraient issues d'un illustrateur, par exemple. Donc, on compare finalement l'output d'un algorithme et pour en assurer la validité, on compare à des techniques qui sont préexistantes. Et plus ça ressemble à une technique préexistante, plus ça fait illusion, plus ça simule, meilleur c'est. Et ce postulat-là, nous, il nous paraissait un peu problématique. Nous, ce n'est pas notre enjeu, en fait, d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à autre chose. C'est vraiment très, très éloigné, en fait, de notre pratique. Ça n'a pas de sens Donc, quand on est designer. Nous, on cherchait plutôt à, en fait, dans la mesure où ce projet s'intéresse au machine learning, à essayer de faire émerger une forme de plasticité propre à ces algorithmes-là. Qu'est-ce qui se passe si on essaye non pas de leur faire reproduire une photographie, mais de les faire tourner un petit peu en boucle pour faire émerger des formes qui leur appartiennent, qu'on n'aurait pas pu faire autrement, qu'on n'aurait pas pu faire avec un appareil photographique, notamment. Ce qui nous intéressait plus, c'était, par exemple, ces images-là. Donc, ça, c'est des images qui sont produites par Deep Dream. C'est les premiers algorithmes de génération d'images, ce qu'on appelle les GAN. Les GAN, en fait, c'est deux réseaux de neurones qui se confrontent les uns aux autres et qui se corrigent l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un réseau de neurones qui va générer l'image et un autre réseau de neurones qui va regarder l'image générée et qui va la corriger. Et ça tourne en boucle comme ça. Donc ça, ça date de 2015, autant dire la préhistoire C'est la préhistoire du machine learning. machine learning. Et ce qui est intéressant, c'est que ces images, elles sont complètement farfelues. C'est-à-dire que là, on imagine que le prompt, on demande certainement un chien qui est dans un espace naturel et voilà, émergent ces formes. Oui, le débat en ligne au moment où Deep Dream a émergé, Google définissait ça comme une espèce d'hallucination. Deep Dream est en train d'halluciner des images. Et ça nous intéressait un peu plus parce qu'au moins, ça, on ne le crée pas avec un appareil photo, on ne le crée pas avec un crayon, on le crée avec un algorithme. Et ça se Voilà. voit. Alors, ça marche. D'ailleurs, l'input de base Deep Dream, ça veut dire la source. Hein. la source de base de Deep Dream, c'est ça. C'est-à-dire que c'est du bruit blanc. Donc, c'est-à-dire une disposition aléatoire sur les canaux RVB pour chacun des pixels. Et puis, à partir de là, il y a un premier réseau de neurones qui va le comparer au prompt, qui va dire est-ce que ça ressemble à un chien, cette partie-là? Oui, non. Ensuite, il va faire des modifications aléatoires. Il va dire est-ce que ça ressemble plus à un chien? Oui, non. Et on répète ce processus-là voilà, des milliards de fois et ça finit par ressembler un peu à un chien. Voilà. Donc, c'est pour que vous ayez un peu une idée du process. Et cette méthode de travail-là, en fait, elle est intéressante parce qu'elle elle fait émerger des choses qui ont leur propre matérialité. Donc, on s'est dit, c'est plutôt de ce côté-là qu'on va aller chercher pour essayer de trouver des formes, des images, des matérialités qui sont pas en référence à des techniques préexistantes et qui parlent du machine learning. Qu'on est plutôt allé du côté d'intelligence artificielle qui marchait pas bien. Marchait pas bien. Parce qu'on est maintenant globalement entouré de choses qui marchent très bien, qui sont très efficaces, qui font des images parfaites. Mais ça, c'est de l'image 2D fixe. Dès qu'on va plutôt vers la 3 dimensions, là, on sent qu'on n'a pas encore passé le cap de quelque chose de performant et c'est performant avec tous les guillemets possibles. Hein. Mais c'est vrai que les champs de recherche du côté de la génération de modèles tridimensionnels sont encore balbutiants. Donc, on est tombé. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? On va
diguer, on va chercher des papiers de recherche, on va regarder quelles sont les productions des chercheurs en intelligence artificielle dans le champ du computer vision. Et puis, on essaye de voir qu'est-ce qui existe. Et on est tombé sur ce modèle-là qui s'appelle ClipMesh. Enfin, ce n'est pas un modèle d'ailleurs, c'est un réseau de neurones. Ça s'appelle ClipMesh qui sert en fait à produire des modèles 3D à partir de prompts. Sauf que Donc, c'est-à-dire qu'on peut lui dire, on va le voir, voilà, j'aimerais un hamburger. il va vous Et générer un ça va hamburger. vous générer la modélisation, le volume, donc Et les textures. et les textures d'un objet en 3 dimensions, d'un hamburger ou de n'importe quoi. Et ça, l'idée de travailler avec du volume, c'était quelque chose qui nous intéressait parce que finalement, une image produite par une IA, elle est complètement, elle est finie, quoi. Enfin, je veux dire, une fois que l'image sort, On y pense, tout est figé. voilà. Voilà, on n'a pas de Qu'est-ce de que vous moyens voulez faire une d'intervenir. affiche avec ça? Enfin, c'est un peu compliqué, l'image est finie. Mm. Un modèle 3D, en fait, se pose la question de comment le rendre, comment est-ce Point de qu'on, vue, voilà, de la déformation possible. Enfin, voilà, il y a plein de de choses à l'échelle faire. dans un format, enfin, peu importe. Voilà, il y a des questions qui se posent, c'est-à-dire qu'on peut réintervenir sur ce qui est produit. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était la matérialité de ces objets-là. Donc Donc, ça voilà, produit ce genre de choses. là, c'est une scène qui a été produite par l'équipe de recherche Donc, évidemment, chaque objet est issue issu du réseau de neurones. de manière isolée. Là, ils les ont réagencés en scène, mais la scène ne se crée pas toute seule. D'un coup, c'est chaque objet. Voilà. Ça a été ensuite posé dans une scène cohérente et évidemment, Et là, donc, on a un ordinateur. On le voit. voilà. On reconnaît. Et ce qui nous intéresse là, c'est que, voilà, vous avez compris cette histoire de chercher une matérialité propre. Et on en parlait hier d'ailleurs pendant une présentation de Back Office. Et ce que dans le premier article, dans le premier numéro de Back Office, on avait commandé un texte à Pierre-Damien Huyghe. Et ce texte s'appelle Faire franchir un pas à une technique. Et il dit qu'une technique, en fait, acquiert son autonomie propre, justement quand elle arrête de vouloir reproduire des technologies anciennes. Et lui, il parle plutôt de la photo, au moment où en fait, on a arrêté de faire de la photographie pour reproduire de la peinture de portrait, mais quand les pictorialistes sont allés sur le motif, enregistrer des images pour ce qu'elles étaient. Donc, voilà, on a cette idée un peu en tête et on tombe sur cet algorithme qui nous paraît intéressant, qui nous paraît produire des images en tout cas curieuses. Alors, comment il marche cet algorithme? Vous êtes beaucoup d'étudiants, donc on va vous expliquer aussi comment concrètement on travaille. Donc, c'est un peu geek, hein, mais voilà. Cet algorithme, en fait, il marche il utilise DALL-E en interne. Donc, mettons un hamburger, là, vous voyez, posé sur la table. On va avoir un prompt qui va être un hamburger et puis on va demander à DALL-E, l'algorithme demande à DALL-E de générer, je crois que c'est 50 images de hamburger. Très bien. Ensuite, il part d'une sphère grise, donc un modèle tridimensionnel avec une texture neutre. Et puis, comme Deep Dream, il va appliquer des déformations aléatoires sur la géométrie et sur la texture. Et il va comparer ça, il va faire des rendus de cette scène avec des fonds aléatoires. Et puis, il va comparer ça aux 50 images qui sont issues de DALL-E. Et donc, si ça ressemble, il dit oui, donc il continue dans ce sens-là, sinon c'est non et il repart. Donc voilà, c'est que de la comparaison en fait avec une image existante. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qu'ils appellent les époques, donc c'est les différentes générations. Donc en haut, la première ligne, vous voyez la première génération, donc on a cette sphère grise avec des fonds aléatoires qui sont tantôt un checkboard, tantôt un bruit, tantôt des aplats. Et puis, il compare ça, il dit, ah, est-ce que cette déformation aléatoire va dans le bon sens? Oui, non, je l'applique, je ne l'applique pas. Et donc là, c'est ce que vraiment, ça nous a produit avec le Rubik's Cube. Hein. Donc, on devine un Rubik's Cube. C'est vraiment ce qui est produit voilà, par le réseau de neurones. On a ces étapes avec ces fonds, c'est ce qu'on récupère. Ce qui est intéressant, c'est que l'équivalent d'un bruit, en fait, ils sont partis du postulat que l'équivalent du bruit blanc de Deep Dream, donc ces pixels de couleur aléatoire, l'équivalent en volume est une sphère, donc une espèce de pâte molle, quoi, et qu'on déforme dans tous les sens. Donc, ce qui est étonnant, et on va le voir aussi, c'est qu'en fait, vu qu'on part d'une sphère,
toutes les faces, en fait, l'objet est construit de la même façon sur toutes les faces. Il n'y a pas vraiment de devant et de derrière. Ça se construit sur toutes les faces en même temps. Donc, souvent, l'ordinateur, on va le voir. Par exemple, il y a 4 écrans, en fait, parce qu'il a l'image de l'écran fixe. Il fait des rendus aléatoires. Et donc, il dans le tous les fait la même sens. chose sur toutes les faces. Donc, en fait, ça produit quelque chose de complètement incohérent et pourtant de ressemblant. Et donc là, vous voyez, par Mm. exemple, voilà, comment est-ce qu'il procède à ces différentes étapes. Il fait des milliards de petits rendus comme ça sur des fonds aléatoires et puis il compare. Est-ce que ça colle avec ce que Dali hallucine d'un Rubik's Cube? Et voilà ce que ça fait quand ça se construit. Donc là, ça, c'est une image de… Un ordinateur. Voilà. Voilà. Donc là, l'input, c'est a computer screen. Et donc, vous voyez que l'écran, il est cohérent sur toutes les faces, quoi. Donc, ça nous intéresse parce que justement, ça parle du process technique, du process de l'algorithme. L'algorithme se raconte dans la forme. Il se trahit complètement. On voit bien, en fait, que ça vient d'une logique, en fait, d'un processus de construction. Alors, comment on travaille avec ces choses-là? Parce que d'un côté, vous avez un papier scientifique très compliqué. De l'autre, vous avez un dépôt GitHub avec du code source. Et enfin, le troisième objet, c'est un objet qui s'appelle un carnet Google Colab. Donc, Google Colab, en gros, si vous voulez, c'est un dispositif qui permet d'enchaîner des commandes en Python et d'exécuter du calcul sur les serveurs de Google. Donc là, ClickMesh, l'équipe de recherche a mis en place voilà, un Google Colab qui permet de travailler. Donc, ce Google Colab installe toutes les dépendances logicielles nécessaires à l'exécution des scripts. Ensuite, Donc, vous avez c'est assez complexe, quoi, en arrière-plan. Donc là, vous voyez ce que je surligne, c'est tout ce qu'on peut modifier. Donc là, voilà, un robot, il y a quelques paramètres possibles. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on peut intervenir, des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Par défaut, le Google Colab vous sort voilà, les différentes époques et puis une visualisation du modèle 3D. Il ne vous sort pas toutes les étapes, il vous sort des petites vidéos un peu crap. Avec lesquels nous, on ne peut absolument pas travailler. Donc, il y a une étape, quand on se saisit voilà, de ce genre de papier de recherche, il y a une étape qui est de s'approprier ces notebooks-là en modifiant le script Python pour pouvoir, plutôt que de générer une visualisation dans un carnet de notes, de streamer tous les modèles 3D et toutes les textures de toutes les générations pour pouvoir faire évoluer les objets en HD. Enfin, voilà. C'est un peu de mise en œuvre et ça ne peut absolument pas tourner sur nos machines. C'est-à-dire qu'il faut ce qui s'appelle des TPU, c'est-à-dire des Tensor Processing Units. C'est en gros des processeurs spécialisés qui sont dédiés au machine learning et qui sont développés par Google, il n'y a que Google qui y a accès. Donc voilà, il y a toute une phase où on joue à l'aïkido avec Google pour essayer de détourner leur puissance de calcul, pas payer trop cher en token et pour aboutir aux données qu'on va utiliser. Donc à la fin, là, on a sorti 1500 fichiers, 1500 étapes de modèle 3D et de texturing. Ça fait genre 26 gigas par modèle. Enfin, c'est un enfer. C'est un enfer et on arrive à des objets de ce type-là. Vous dites super, ça valait le coup de mettre en œuvre et de cramer la planète pour arriver à ça. Bref. Donc voilà, ces objets-là, ils sont chacun. Donc là, on n'est pas allé très loin dans le nombre d'époques générées. Hein, c'est un peu rudimentaire. Vous allez voir après dans les objets définitifs. Et chaque objet est constitué de 3 trucs. Donc, une géométrie. Hein, donc, une géométrie, donc c'est des positions de points dans l'espace qui constituent le modèle tridimensionnel. Et 2 maps de texture, donc c'est des images qui sont plaquées sur ce modèle-là. Donc, une map de couleur ici, qui a été générée, et une map de brillance, ce qu'on appelle la normal map, ceux qui connaissent un peu la 3D. Donc voilà, et ça, on l'a 1500 fois pour toutes les générations. Donc, vous devez dire, grosse mise en œuvre, résultat peu probant, certes. Certes, mais vous allez voir ce qu'on en fait. Au moins, vous comprenez le process. Alors, à quoi on a abouti? On a abouti à une série de 5 affiches. Une série de 5 affiches qui, si vous vous souvenez du processus de notre petite fiction, problématise chacune
des enjeux. Chaque enjeu est incarné dans un objet qui nous a été soufflé par Da Vinci. Et autour de ces objets-là, c'est des affiches. Alors, le statut de ces images est un petit peu ambigu. C'est à la fois des affiches qui sont, c'est pas des affiches de communication, c'est des affiches, on pourrait dire critiques, c'est des affiches qui posent des questions plutôt qu'elles n'annoncent des choses et qui mettent en forme, en fait, différents enjeux. La première image, donc c'est ce fameux Rubik's Cube. Donc, l'IA nous a dit, c'est une bonne représentation parce qu'un Rubik's Cube demande des problem-solving skills. Donc, comme le design, on a besoin de résoudre des problèmes pour résoudre un Rubik's Cube et que cette résolution de problème, elle passe par une compréhension des algorithmes. Donc, voilà, ça paraît cohérent. Et donc, chaque affiche est en fait une sorte de synthèse de l'échange autour de l'objet. Donc, on a à chaque fois une question, une réponse. Donc, une de nos questions, une de ces réponses qui nous paraissait la plus représentative de l'échange sur cet objet-là. Et Vous reconnaissez le fond aussi? voilà. Donc, les fonds, on cite directement les checkboards qui sont utilisés par l'algorithme pour générer les objets, là, ces espèces de zones floues de couleurs. Donc, on a un Rubik's Cube, un robot. Un AI-powered robot, donc en gros, Avec un œil, un robot qui marche à l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, l'idée, c'est Da Vinci nous dit et nous rappelle que les machines ne sont pas juste des outils, mais ont le potentiel de devenir des agents intelligents par eux-mêmes. Donc, il fait un peu flipper aussi. Ouais, il est un peu C'est-à-dire creepy, que- Da Vinci. Donc, l'idée, c'est Clairement. un objet dans l'espace physique. En gros, les algorithmes ont la potentialité de sortir de l'espace physique, de devenir des objets, et que ces objets pensent par eux-mêmes, d'où l'idée qu'ils aient un œil, etc. Un autre objet qui Plus nous a été abstrait. soufflé, c'est a set of gears, donc un jeu d'engrenage. D'engrenage. Et ce jeu d'engrenage, pour lui, symbolise les collaborations humain-machine. Donc, si vous voyez ces pictogrammes-là, où en fait, l'humain entraîne la machine, qui entraîne l'humain, qui entraîne la machine, etc. Et donc, quand on rentre ça dans le prompt de ClipMesh, notre réseau de neurones, il y a cette espèce de coquillage qui émerge où en fait, c'est un jeu d'engrenage, mais multidimensionnel, quoi. Comme si c'est des engrenages Une qui sorte étaient… d'escargot comme ça qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Un autre objet, c'est un cerveau. Bon, alors ça, Cerveau. c'est un peu plus basique, mais pour lui, le cerveau incarne la puissance de compréhension et d'analyse que peuvent avoir ces algorithmes artificiels. Voilà. C'est d'ailleurs un peu curieux d'utiliser une représentation organique pour figurer un algorithme artificiel, mais bon, voilà. Ça lui paraissait évident. Il nous dit, voilà, alors il est aussi un peu humble. Oui, les modèles de langage ne remplaceront jamais la créativité humaine, etc. C'est parfois un peu caricatural, hein. Enfin, il faut avoir aussi un peu de recul. Et le dernier objet, c'est a book with a computer chip inside. Donc, c'est un livre avec une puce électronique. Voilà. Et là, en fait, il évoque le rôle de la culture dans la création. Dans la création. C'est-à-dire que pour lui, le livre incarne certainement ce qui peut être de l'héritage culturel, de l'héritage des connaissances, et en même temps, comment est-ce que cet héritage-là peut je sais pas, être influencé, modifié avec une espèce de livre augmenté, quoi. Donc, voilà ces 5 images qui sont finalement des espèces de résumés des problèmes, enfin des questions soulevées. L'autre forme qu'on a proposé de produire, qui est la forme, on va dire, plus développée, c'est un court-métrage qu'on va vous montrer par la suite. Mais juste pour revenir, en fait, mine de rien, dans ce projet, on a transformé nos habitudes de travail en mobilisant finalement pas mal d'algorithmes. Bon, texte Da Vinci 003, ça on en a parlé, pour la synthèse de texte. Une autre IA qui est DeepL, que vous utilisez sans doute. voilà, qui a un algorithme qui est destiné à la traduction proposée par Google, parce que des fois, on avait besoin de traduire des choses. Reverso Paraphraseur pour reformuler nos propres questions ou ses propres questions pour essayer de voir si on arrivait à trouver des tournures soit plus compréhensibles pour lui, soit plus compréhensibles pour notre lectorat. Dans le court-métrage, il y a de la synthèse vocale. Donc, il y a des voix. Il y a des voix off. Et ça, on a utilisé un algorithme d'Eleven Labs, qui est une startup aussi dans la Silicon Valley. ClipMesh, qui est notre générateur réseau de neurones. réseau de neurones.
Et Topaz Video AI pour, en gros, ça c'est vraiment un peu plus de la fabrication, mais c'est des algorithmes qui permettent d'upscaler une vidéo. Donc là, on est passé d'une révolution hyper haut def à partir d'un modèle de calcul qui est un peu moins. Ça nous a donné donc un court métrage de 7 minutes qu'on va vous passer. Donc, On est en retard. Ouais, après, c'est C'est fini. fini. Donc, je crois, non, on est à 37 là. Ah bon? 37 minutes plus 7, chez moi, ça fait quasiment 45. On est vraiment bien. Et donc, en fait, pour développer cet échange, Là, on vous a montré les affiches, mais en fait, ce n'est qu'une synthèse finalement voilà, de l'échange qu'on a eu en fait avec Da Vinci. Et ça nous paraissait important d'avoir une forme qui soit plus dans la durée, qui se développe un peu au long cours. temps. C'est-à-dire que le livre d'Anthony, il y a une lecture qui se développe dans le temps, dans l'espace. Bah, nous, on n'allait pas voilà, produire un autre support éditorial qui serait venu parasiter la chose. Donc, on s'est dit, voilà, la forme du film peut être une forme à investir pour bah, voilà, raconter dans le détail cet échange et puis avoir voilà, montré ces objets. Donc, il y a 2 voix off parce que vous avez compris, hein, cette histoire d'altérité entre designer et algorithme, c'est un peu le cœur du projet. Donc, il y a 2 voix off qui incarnent ces 2 entités. Nous, on est joué par Bonella Holloway, qui est une personne anglophone à qui on a commandé un texte. Et puis, À qui on a commandé la lecture du texte. Et une voix synthétique qui est Adam. d'Eleven Labs. Eleven Labs, je ne sais pas trop qui il est, mais par contre, il parle très bien. Donc, et il a un ton comme ça, un petit peu difficile et un peu péremptoire qui nous plaisait bien aussi. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est une espèce de balade dans un univers fictionnel qui figure de façon séquentielle les différents objets. On n'en dit pas plus et puis on vous laisse regarder la chose. Faut peut-être appuyer. Dear Vinci, we are graphic designers at Eddie's Game Kingdom. We want to explore the possible images that could convey the links between design and machine learning. How would you picture these images in the end? With a Rubik's Cube. Why? This object symbolizes the complexity of machine learning and its ability to solve complex problems. That's a game. Why do you think that a game? Oh. Shit. Pourquoi? C'était fini. Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez, je vais vous la lancer. Ah. Non, non, on va la sortir, je pense. Pardon. Allez. Désolé, je ne sais pas ce qui se passe. C'est trop lourd pour le kilo. Mais pourtant, je suis là. Je réessaye. Allez. Ouais, mais ça va être pénible. Ouais, je vais avancer. Ah. Ouais, 6 minutes pourtant. Or the possible images that could convey the links between design and machine learning. How would you picture these issues in the end? With a Rubik's Cube. Why? This object symbolizes the complexity of machine learning and its ability to solve complex problems. That's a game. Why do you think that a game is relevant to depict machine learning and design? A Rubik's Cube is a great object to represent the complexity of machine learning because it is a game that requires problem-solving skills and analytical thinking. Just like machine learning, solving a Rubik's Cube requires an understanding of algorithms. The interaction with a Rubik's Cube requires physical manipulation. Why do you think that this is important?
It illustrates the need for humans to interact with machines in order to create something new. Don't you think that machines are able to create autonomously without humans? While machines are able to create autonomously without humans, it is important for humans to be involved in the process in order to ensure that the machine learning algorithms are used correctly and efficiently. Humans must also provide guidance and direction when creating something. This idea seems far from the symbolics of Rubik's Cube. Can you suggest a more accurate representation? An AI-powered robot, Why? representing the use of machine learning and automation. This object could show how machines are able to learn from their environment and make decisions on their own. What would the physical aspect of this robot be? The physical aspect of an AI-powered robot could be a humanoid figure with robotic arms and legs. It could also have sensors that allow it to detect its environment and make decisions based on what it perceives. Why do you think that an organic human reference is appropriate to figure something as abstract as machine learning algorithms? It provides a tangible representation of the technology. It also serves as a reminder that machines are not just tools, but have the potential to become intelligent agents in their own right. If machines are not just tools that can become intelligent agents of their own right, what does it mean for designers working with that kind of machine? Designers must be aware of the potential implications and risks. They should also consider how to best leverage machine learning algorithms in order to create meaningful and impactful designs. Designers must also understand that machines are not perfect, so they need to be mindful of any errors or biases that may arise from using these technologies. I like this idea of a duo of human and machine designers. How could we symbolize this concept? With a set of gears, Why? symbolizing the interconnectedness between man and machine. This image could illustrate how both must work together for optimal results when using ML technologies. Why do you think that a mechanical object is more appropriate than an abstract symbol to figure this interaction? Because it conveys a tangible representation of how both must work together. Each component has its own purpose, but when they are all connected, they can create something greater than the sum of their parts. This concept is similar to how humans and machines need to collaborate in order for ML technologies to be used effectively. Yes. But if graphic designers try to invent new visual forms, how can an AI which is trained with millions of existing images collaborate? AI can collaborate with graphic designers by providing insights into the patterns and trends that are present in existing images. This information can be used to inform new visual forms and help guide the creative process. How would you represent the sensing of insights that AI could provide? With the image of a brain. Why? Considering AI as a brain shows how machine learning can be used to understand and analyze data more quickly than humans. This image could represent the power of artificial intelligence. Are you using this organic metaphor to create ambiguity between human and machine creative output? Yes. It is a reminder that although machines are becoming increasingly intelligent and have the potential to surpass humans in certain areas, they will never be able to replicate or replace human creativity. What is creativity for you? For us, creativity is the ability to think outside of the box and come up with innovative solutions to problems. It involves taking risks, being open-minded, and having a willingness to explore new ideas. I think that new visual propositions don't come out of the blue. What is the role of cultural knowledge in creative process? By leveraging cultural knowledge, designers can gain a better understanding of their audience and create visuals that are more meaningful and impactful. If you would summarize this idea in one unique image, what would it be? It would be a book with a computer chip embedded inside. Ouais, ça, c'est vrai. Évidemment. Parfait. Ouais.
C'est pas grave, c'est là. Ah oui, ça s'arrête. Bon, ça s'arrête pile au bon moment. Ça arrête pile. On va continuer des questions. Je précise, pour introduire que le projet d'affiche a pris le premier prix de l'Académie des Beaux-Arts à la Biennale du design graphique de Chaumont en 2023. C'est un événement majeur en France en design graphique. Et voilà, je laisse la parole ouverte très librement, dans le chat également, pour réagir, poser des questions. J'imagine qu'il y en a. Bah, Qu'est-ce qu'il y a Vous pouvez répéter les questions. ah oui. Ah oui, Donc la question On qui est répète posée, la c'est question. pourquoi finalement vouloir représenter une forme dont on sait qu'elle est issue d'un algorithme. C'est ça, hein. Bah, en fait, ça nous paraît être. Enfin, quand on prend en charge n'importe quelle commande, notre enjeu, c'est de créer des formes qui soient surtout pas génériques, mais qui répondent et qui vont incarner les questions qui sont développées dans les textes ou par l'artiste avec lequel on travaille. Et donc là, de la même façon, en fait, ce qui nous semble important, c'est de créer des formes qui vont accompagner ce qui est dit par le livre, ce qui est développé au sein du projet. Et donc pour nous, c'est important justement que ça se voit. Alors, sans forcément faire une tautologie qui va redire les mêmes choses, mais par contre, si les formes font écho au contenu, bah, c'est la fameuse cohérence entre forme et fond qui nous intéresse. Et donc, voilà, on cherche justement cette cohérence-là. On cherche à. Puis, en fait, c'est aussi si on utilise le contenu voilà, des projets qu'on développe, mais c'est aussi des façons de se réinventer, c'est des façons d'être entièrement spécifiques. Pour nous, en fait, on ne cherche pas, suivant les projets, à poser. Il y a des graphistes qui ont un style qui va être très identifiable et qui vont apporter, voilà, peu importe le contexte. Nous, on ne travaille pas avec cette attitude-là. On essaye d'exploiter le contexte du projet pour faire émerger des formes Des nouvelles formes. qui vont, enfin des nouvelles formes, en tout cas des formes qui vont l'accompagner de la façon la plus juste. Donc on part de ce qui est dit, quoi. Et donc, travailler avec des intelligences artificielles, on va dire, plus communes que l'on voit partout en ce moment, en fait, ça nous intéressait peu parce que c'est des images qui sont utilisées, peu importe le contexte. C'est-à-dire que ce sont les mêmes images, même type d'images, les mêmes rendus, les mêmes styles qui sont utilisés sans avoir été pensées par rapport à un contexte, par rapport à un usage. Elles sont applicables partout, voilà. Et donc, c'est vraiment à l'opposé de la façon dont on travaille, nous, déjà. Et puis, c'est aussi à l'opposé d'une réflexion, en fait, sur ces productions-là. C'est-à-dire que travailler avec des technologies, c'est intéressant de les utiliser quand ça ne marche pas, parce qu'on comprend mieux comment est-ce qu'elles fonctionnent. C'est-à-dire que quand ça produit une image parfaite, ben, en fait, on comprend moins ce qui se passe. Là, avec les défauts, avec le fait que ce soit sur 4 faces, on peut... elle trahit en fait son fonctionnement. Et donc, ça nous paraît en tout cas plus lisible aussi, en fait, comme processus de travail. Voilà. Oui. Là, pardon. Alors là, premier, deux, trois, Oui. c'est des la engrenages. C'est des engrenages. Alors, c'est les engrenages, tu vois ce que c'est? C'est des sortes de roues dentelées. Ah, pardon, la question était, je n'ai pas compris ce que représentait la troisième affiche. Et donc, c'est un jeu d'engrenages, donc c'est roues dentelées. Enfin, le prompt, c'est ça. Le prompt, c'est ça, voilà. C'est-à-dire des roues dentelées qui s'engrènent, qui s'entrecroisent. Et selon Da Vinci, les jeux d'engrenages, voilà, représenteraient de manière satisfaisante la collaboration entre humain et machine. Après, sur le réseau de neurones, donc on lui dit, voilà, fais-moi un jeu d'engrenage, il produit cette forme, qui est en fait, c'est vrai, visuellement, la forme la plus éloignée du prompt initial.
Mais ça nous intéresse aussi. C'est-à-dire qu'il ne sait plus très bien. Il sait que ça tourne, il sait que voilà, ça s'entremêle, mais finalement, La logique physique voilà, d'entraînement d'une pièce par rapport à une autre est il complètement n'arrive absente. pas finalement à la représenter en fait. Et donc, on a cette idée de choses qui s'entremêlent, mais il n'arrive pas à aller plus loin que ça. Il n'arrive pas à bien le représenter. Ça marche pas, quoi. Enfin, Et cette image-là, contrairement peut-être aux autres, après nous, on les connaît bien, donc on a du mal à savoir. C'est vrai qu'elle est plus difficile à lire. On a beaucoup plus ouais, de mais mal à comprendre. moi, je trouve finalement. ça plus intéressant parce qu'on a Ouais. aussi une distance de projection. C'est-à-dire Oui. que ce pas des images qui sont complètement univoques, qui vont dire une seule chose, donc, enfin, voilà, On où voit il n'y a tout de pas de, suite où il y a ça, pas de ce que question. c'est. Des images qui Exactement. demandent du décodage et d'essayer de comprendre. Alors, il y a des interprétations qui sont assez ouvertes, mais on préfère plutôt ça que quelque chose qui soit trop plat ou voilà. Ok, Parfaitement réaliste. voilà. Oui. Bonjour. Si. Débat de l'étiquetage, de la labellisation. Mhm. Comment on nomme les choses et après ça, on peut avoir une idéologie. Bien sûr. Ouais. Faut répéter. Ouais. La question porte sur les biais possibles dans les algorithmes de génération d'images. Pour générer de nouvelles images, il faut pouvoir catégoriser les images et donc savoir qu'un lion lui a attribué une étiquette lion. Et évidemment, cette labellisation, cette opération-là, il y a- comporte plein de biais politiques, éthiques, culturels. Voilà. Donc, pour répondre à la question, non. En fait, on n'a pas. Non, non, en fait, c'est pas quelque chose. Les biais, pour moi, sont bien plus forts dans les échanges textuels qu'on a eus avec DaVinci, avec GPT-3, enfin, avec le modèle GPT-3. Par exemple, ils sont très lisibles, je pense, dans le court-métrage, où en fait, on voit que l'approche l'approche du design qui est proposée ou qui est sous-entendue par DaVinci est une approche extrêmement corporate. Les designers sont là pour résoudre des problèmes, on nous dit. Ouais. Enfin, je sais pas uniquement. Voilà, il y a plein de biais politiques en fait dans ces discours-là. Les designers, il y a quoi d'autre? Attends, il y a des trucs qui rendent un peu fou. Oui, les designers, enfin, l'IA va proposer des insights sur l'audience. Ça veut dire que les designers doivent penser leurs objets forcément pour des audiences. Pas forcément, enfin voilà, il y a des designers qui ont d'autres attitudes. Donc pour moi, les biais, ils sont plus, en tout cas dans le cadre de ce projet-là, on les sent bien plus dans les échanges avec le chatbot que dans la génération des images, parce que finalement, les images, les prompts qu'on a entrés dans ClipMesh qui utilise DALI, et donc DALI, effectivement, il y a du labeling forcément hein, pour générer les images, mais en fait, les prompts qu'on a, a set of gears, finalement, il n'y a pas trop de biais possible dans le sens où on demande juste un objet. Si on avait demandé, par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui est en charge de la direction d'un établissement, peut-être qu'on aurait eu un homme blanc de 50 ans. Eh ben là, peut-être ça aurait été problématique. Ouais. Ici, c'est des objets très simples. Voilà, un Rubik's Cube, il n'y a pas trop de biais possibles. Donc pour On n'a nous, pas été tellement confronté à ça, en tout cas, voilà, avec la génération des images. voilà. Plutôt du côté du texte. Du côté du texte, du côté du discours, en fait, discours, ouais. qui est finalement très normalisé et qui, on parlait de ce contexte, cet écosystème de la Silicon Valley, d'où émerge ça, qui accompagne en fait ça, en fait. Voilà. Voilà. Oui. Oui. Deep Dream. Oui. Hop, oui. Celle-là. Tout à fait. Kaléidoscope. Kaléidoscope. Alors, la question est,
Il me semble que cette image-là, finalement, n'est pas si nouvelle que ça. Ça fait penser à des kaléidoscopes. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment créer des nouvelles images avec les intelligences artificielles? Ah, faut définir ce qui serait nouveau, en fait. Non, mais ça fait penser, ça évoque tout un tas de choses. Ça évoque, je sais pas, des plumes de pan, ça évoque des images fractales, ça évoque effectivement, hein, après, ça nous paraît, en tout cas, on parlait de distance d'interprétation, on parlait de liberté laissée au regardeur de ce que peut être une image. Et en tout cas, ça nous paraît être des images plus ouvertes. Mm. Alors, quant à la question, est-ce qu'on peut vraiment créer de nouvelles images avec ces algorithmes-là? J'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire qu'elles sont entraînées avec des images préexistantes et donc la prégnance des De images du l'existant, modèle, elle est évidente, voilà, ça fait partie, c'est de façon intrinsèque du fonctionnement. Pour autant, ça me paraît des images être moins normées. Après, on peut en discuter. Ça fait penser à d'autres choses, mais ça me paraît moins univoque, quoi. Bah, je sais pas, oui, enfin, pas. Qui? Voilà. Voilà. Mm. Choix à proposer You can make it in English. Ouais, oui. Alors, la question concerne la façon dont on a interagi par le texte pour faire émerger cette liste d'objets. Est-ce qu'on a remis en cause cette liste aussi? Voilà, C'est est-ce qu'on a ça? remis en cause cette liste? Et puis, est-ce que le projet vise à créer, à démontrer les performances de l'intelligence artificielle ou de poser une question ouverte? C'est ça, hein? Euh, Alors, je sais plus exactement comment est-ce qu'on... Alors, moi, je me souviens très bien, c'est-à-dire qu'en fait, on a demandé pour chaque question une liste d'objets et on a choisi. Ah oui, bah, en fait, évidemment que si vous prenez la première réponse qui vient, si vous ne réglez pas la variation, la variabilité, ce qui s'appelle la température, euh, hop, ici, en fait, vous avez des réponses qui sont les plus communes et qui sont vraiment pas intéressantes. Donc, on a essayé malgré tout de choisir. Et c'est, Mais globalement, les mêmes objets revenaient souvent. ouais, C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le robot, alors ça, c'est-à-dire que... Mais si, ça nous intéresse, en fait, le fait que ça revienne, que ce soit une évidence. L'évidence est intéressante parce que l'évidence pour la machine. l'évidence pour la machine, voilà, dit aussi quelque chose. Donc, en fait, ça nous intéressait aussi d'avoir des objets évidents, d'autres qui le sont moins. Mais c'est vrai que les mêmes objets revenaient et puis nous convainquaient, c'est-à-dire qu'on lui disait ça, vraiment, on trouve ça très évident quand même, un robot, bon, pour explorer. Et Vous avez vu finalement, il y avait des bons arguments. Mais vous avez vu dans le Donc, c'était court-métrage, en fait, Ouais. notre enjeu, c'est on pose beaucoup de questions sur comment représenter. C'est pas tellement ce que ça veut dire, parce que je pense que c'est pas forcément là que c'est intéressant, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on pourrait, quelle forme ça pourrait prendre. Comment est-ce que cet enjeu-là, on peut le traduire dans un objet, dans une image. Et on demandait effectivement des listes, et puis ils nous donnaient une réponse, et à partir de là, on recréait la réponse. Enfin, voilà, donc il y a pas mal de travail, de réagencement de texte, de réécriture de texte. Rien n'est brut. Rien n'est brut parce que sinon, c'est Mais ambitieux, quoi. globalement en fait, si on n'était pas d'accord avec lui, vraiment, il l'insistait. C'est-à-dire que c'était, on lui dit, ça, c'est vraiment un objet un peu évident. Et en fait, il dit non, en fait, c'est intéressant parce que... Donc, il y avait quand même quelque chose
Un peu dogmatique, ouais. Voilà. du débat qui est assez étonnant et, et qui, des fois, nous a convaincus. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, OK, donc là, Soit. soit, ce sera un robot. Ouais. Mais en fait, et Mais, pour la deuxième voilà. partie de la question, en fait, l'idée, c'est absolument pas de démontrer la performance de quoi Non. que ce soit. Non, non. On utilise des choses qui sont. Mais d'essayer de peut-être poser des questions à la personne qui va regarder les objets qu'on a produits, la sensibiliser à des enjeux, mais on n'apporte pas de réponse. Non, non, c'est pas. Déjà, si on peut poser des questions, c'est bien. Oui. Oui. Non, non, on est tout le temps. Ouais. Mm. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a discuté entre nous avant de. Pendant. Est-ce qu'on discutait entre nous pendant l'échange? En fait, pour répondre, ce qu'on faisait, c'était qu'en fait, on demandait, pour chaque question, on demandait plusieurs réponses et on discutait entre nous du choix de la réponse la plus intéressante. C'est-à-dire qu'on n'avait pas une idée préconçue de où conduirait finalement la globalité de l'échange. Par contre, sur la formalisation et sur ce qui est proposé par le chatbot, là, on choisit. Et d'ailleurs, la question du choix, ça, on n'a pas vraiment parlé, mais on a l'habitude dans nos projets d'inclure beaucoup d'algorithmes et de procédures et de programmes. Et de machines de manière générale. Et en fait, on se retrouve souvent dans la situation où on génère, je sais pas, 50 formes. Et après, l'enjeu n'est pas tellement d'une espèce d'habileté de production des formes, mais de choisir, en fait, de choisir un angle. Et on devient un peu curateur de productions qui sont issues de machines. Et en fait, on aime bien cette position-là, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément nous qui produisons des formes, ce n'est pas forcément la machine qui produit une forme et où on n'a voilà, pas d'intervention, mais c'est plutôt des allers-retours avec la machine. Je parle de la machine au sens large parce qu'en fait, on travaille aussi des fois avec des machines, pas que des algorithmes. Donc, où il y a un échange, où voilà, on lui fait produire beaucoup, on sélectionne, puis on redirige dans un sens la machine ou dans un autre, et en fait, ça permet de travailler en fait avec elle. C'est-à-dire que c'est pas binaire. Là, c'est vrai qu'il y a un côté un peu binaire, une réponse, une question, une réponse. Mais en fait, le travail, c'est aussi d'échanger d'une manière ou d'une autre, soit en modifiant, en développant l'algorithme, en le modifiant, ou alors en le faisant beaucoup produire, en sélectionnant, voilà. C'est une manière de travailler qu'on aime bien, être un peu commissaire De nos propres programmes. de nos propres programmes. Et c'est aussi à quel moment, en fait, on laisse de la variabilité aux algorithmes et à quel moment on dit non, ça, c'est à nous. Par exemple, voilà, une affiche comme ça, il y a de la variabilité dans l'échange, dans la génération des objets. On va essayer de choisir celui qui va bien, la bonne génération, le bon point de vue. Enfin, voilà. Et on s'est posé la et puis, il y question a à un des moment, est-ce qu'on ne laisserait pas faire complètement une affiche, voilà, on envoie un prompt, ça fait une image. tout à fait Est-ce qu'on possible. délègue, à quel moment on délègue en fait à la machine, à quel moment on récupère en fait Le contrôle. le contrôle. Et c'est cet équilibre en fait qui nous intéresse et où il y a beaucoup d'échanges du coup entre nous. Parce qu'on dit, ah là, ça nous gêne parce qu'on n'arrive pas en fait à déléguer complètement la forme visuelle. De toute façon, il y a des formes au final qui ne nous intéressent pas. Donc, à quel moment on fait travailler l'autre et à quel moment on récupère et on construit. Et ça, c'est dans l'échange entre nous. Dans une affiche comme ça, là où on est arrivé, on a défini notre propre process où voilà, effectivement, il y a des objets qui sont issus d'algorithmes, mais par contre, il y a une composition typographique qui est maîtrisée par nous, il y a un choix de couleurs, il y a l'idée qui est un fond, le fond, on récupère l'idée du checkboard, voilà, avec des ronds comme ça, des sortes de ronds. On va un peu créer une gamme, il y a un moment. C'est juste, c'est comme si on donnait la main à quelqu'un, à un moment, on lui dit, bah voilà, fais-moi un peu quelque chose, travaille sur ça.
Et puis après, hop, on le C'est bon. récupère. C'est bon, Quand tu vas être là. ça me paraît bien, je le récupère, j'y travaille, voilà. Oui. 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 Il y a un moment où on a dit, on fait que la créativité, Mm. là, il faut une définition. Ah, tout est. Ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Bien sûr. Base de données. Ouais. C'est sûr. Le risque, c'est qu'il y a une grande base de données, il y a déjà des gens qui ont dit, des graphistes, des êtres humains, qui ont dit, Peut-être. Ouais. Ouais, 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 bien tout sûr. à fait. Mhm. Alors, La question ah oui, pardon. La question, est un c'est. peu longue. euh, Euh, ah oui. Globalement, en fait, les objets, ou en tout cas les réponses de Da Vinci étaient sans doute provenaient voilà, de choses qui ont été dites ou voilà, De la base de données de la base d'entraînement, de quoi. données. Ça, c'est évident. Du coup, C'est évident et et je ne sais pas si, effectivement, ce n'est pas un algorithme qui va vous proposer des choses qui vont complètement changer la façon de voir le monde ou qui vous va proposer effectivement une allégorie particulièrement passionnante. par essence, il n'invente rien. C'est vraiment le principe, hein. Après, Donc, dans le cas du Rubik's Cube, par exemple, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est un objet qui émerge parce que il y a beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup d'algorithmes qui décrivent comment résoudre un Rubik's Cube. Et je pense que cette question de résolution de problème est liée au design. Et donc, je pense qu'il fait le pont, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui aient formulé l'hypothèse du Rubik's Cube comme étant un objet qui puisse incarner les relations entre designer et algorithme. Ça, je suis pas. faudrait chercher, Je mais pense qu'il y a, je pense il qu'il fait le fait pont, en il fait. fait des recoupements comme ça, avec des phrases. Donc, il va chercher. Enfin, voilà, ça fonctionne un peu par rebond comme ça. Mais évidemment qu'en termes de création, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on disait pour certains objets. C'est-à-dire que la banalité des réponses est aussi intéressante. Ouais, Telle fait que la partie du projet. création, ça fait aussi partie. C'est-à-dire que du coup, il reste sur quelque chose d'assez simpliste, d'évident, de commun. Et parfois, il y a quelques petits éléments où il va un tout petit peu plus loin, où comme si nous, ça nous a fait cet effet-là dans les choses, où d'un coup, ce qui n'est pas le cas, mais comme il se réapproprie un peu une idée, un concept, il va un peu plus loin. Des fois, il reste sur de l'évidence. Voilà, quand il dit creativity is to think out of the box, ça veut dire non, pas ça. En même temps, moi je trouve que ça fait partie, ça raconte aussi Ouais. comment est-ce qu'il est entraîné et quels sont finalement ses biais culturels. Et ça révèle en fait le même fonctionnement pour les images, c'est qu'il produit, il produit de la moyenne en fait. la moyenne, il produit ce que pense tout le monde, voilà. Et donc en fait, ça c'est aussi important. Ça fait partie du projet. Si on essayait, on a essayé d'avoir les réponses les plus intéressantes, qui proposent le plus d'espace de projection possible. Mais malgré tout, en fait, on n'arrive pas parce qu'il produit. Et puis parce qu'il faut pas c'est-à-dire qu'il faut pas faire croire non plus qu'il il serait répond, super malin, quoi. voilà, qu'il est super malin. C'est pas l'idée. Oui. Oui. Alors, le processus de discussion, en fait. attends, t'as pas répété. Ah oui, la question. Comment est-ce qu'on passe du processus de discussion pour arriver à l'objet? En combien de temps? En combien de temps? Hop, ça ne se mesure pas trop en temps. On va dire qu'on a fait plusieurs sessions de discussion. Une première session pour faire émerger des thématiques, une autre session pour pour poser des questions sur comment incarner ces thématiques dans des objets, et ensuite un échange au long cours qui passe d'un objet et d'une thématique à l'autre.
C'était assez progressif. Il y a eu quand même déjà toute une phase où on a sans savoir de quoi, ce qu'on allait faire avec Da Vinci, simplement échanger. On se pose devant, on dit quelque chose, qu'est-ce qui répond? Est-ce que la réponse change réellement en fonction de sa longueur? Donc déjà, il y a toute une étape en fait d'appréhension simplement de l'outil, de savoir ce qu'on va pouvoir en faire. Après, on commence à voir que finalement, il peut répondre à des questions qui nous paraissent complexes. On ne pensait pas qu'il pouvait, même s'il répond quelque chose de banal, c'est des fois sur des questions complexes. Donc ça, on se dit, ah tiens, on va pouvoir travailler sur ça. Et puis, on voit qu'en fait, il a envie Enfin, quand on lui propose des formes, Mm. de suggérer des images, des symboles qui peuvent encapsuler des complexes, des concepts, Ouais. bah, il propose des choses. Et Propose donc, des en fait, c'est choses. à partir de là. Ah oui, c'est fini. Ah, ok. Donc, on finit. Avec, Ah oui, on a dépassé le temps. Ouais. Merci. je veux dire un mot pour la séance la semaine prochaine pour aller à l'UNIGE. Merci. Et